Bonsoir. Le père Aristide est de retour, l'ancien curé des pauvres, celui qui enflammait les foules d'Haïti avec ses prêches revendiquant plus de justice sociale, a été élu triomphalement pour la deuxième fois à la présidence du pays. Autrefois chassé du pouvoir par un coup d'État militaire, son retour au premier plan est une belle revanche, même si l'investiture d'Aristide a eu lieu hier dans l'indifférence de la communauté internationale qui conteste la régularité du scrutin. Car en 10 ans, celui que les Haïtiens appellent affectueusement Titide est rentré dans le rang. Il se terre désormais dans sa luxueuse résidence et communique à distance avec son peuple. Comment expliquer un pareil revirement ? Aristide s'est-il engagé dans une dérive autoritaire, comme l'affirme une partie de l'opposition ? Pour le savoir, Jean-Philippe Chalère s'est rendu en Haïti au moment de la campagne électorale. Jean-Bertrand Aristide, président, après l'Éternel, après bon Dieu. Jean-Bertrand Aristide, président, c'est bon Dieu de voyer lui pour venir sauver le peuple qui est dans la misère. Bon Dieu Aristide. Bon Dieu qui voyait Aristide, bon Dieu voyait Titide pour venir sauver le peuple qui est dans le grand goût. Avec Aristide, toute bagaille délivrée. Avec Aristide, tout méchant cabas. Novembre 2000 à Port-au-Prince. Dans une semaine, on vote. Les retardataires peuvent encore s'inscrire sur les listes électorales. Pour les hommes de ce monde, doit être recevable Jésus Martyr, chef d'État américain, la France, japonais, haïtien, pour repartir, convertir pour sauver après la mort. Pas de chance. Jeune homme, pour Jésus Martyr. Jeune garçon, pour Christ Martyr, libre sauver. Nous avons un seul sauveur en Haïti, le président Aristide. C'est comme Jésus pour vous. C'est comme Jésus pour nous. Parce que son qui comprennent nous, nous sommes capables de dialoguer avec elle. Quel que soit l'espace là, toutes ces poches qui défendent. Nous-mêmes, nous préférons mourir avec Aristide. Ok, c'est tout. Merci. La légende d'Aristide, sauveur d'Haïti, naît ici en 1987 à l'église Saint-Jean-Bosco. Dieu ne nous a pas abandonnés. Celui que l'on appelle alors le curé des pauvres enflamme les foules par des sermons très politiques. Il prêche la théologie de la libération et l'anti-américanisme le plus virulent. Renvoyé de son ordre religieux pour extrémisme, il fonde un mouvement politique, la famille Lavalas. En créole, ça veut dire l'avalanche, celle qui nettoie tout. Élu triomphalement en 1991, il est renversé quelques mois après par un coup d'État militaire, mené par le général Cedras, soupçonné de lien avec la CIA. Pour stopper l'afflux des boat people haïtiens en Floride, les Américains n'ont pas d'autre choix que d'envoyer 20 000 Marines en Haïti afin de permettre le retour d'Aristide. Aristide qui, entre-temps, s'est marié avec une riche américaine d'origine haïtienne. Il termine son mandat fin 95. Empêché par la Constitution de faire 2 mandats successifs, il doit céder la place à son Premier ministre, René Préval, qui garde fidèlement la maison en faisant ce qu'il peut, c'est-à-dire pas grand-chose avant le retour du maître dans son palais. Aujourd'hui, certains de ses proches essaient de maintenir vivante la flamme de l'Église engagée politiquement aux côtés du peuple. Mais la copie est bien loin de l'original. On dirait que la fin des temps, il y a parlé dans la Bible là, ils voulaient précipiter pour nous. Ils ont tout haïtien pour un pays ça pas existe encore. Les ça a venir pour prendre plage, pour baigner, belle mer, bel soleil. Parce que temps fermé tout le temps, fait fret, on ne peut pas même sortir dans la rue des fois, faut boucher tout jour, toutes les oreilles, tout le corps. Il y a battu pour tout le monde mourir, pour tout haïtien fini, pour ne pas exister encore ce petit bout de tête ça. Parce que nous voulons avancer, nous voulons démocratie fleurie. Nous voulons la vie, nous voulons vivre, nous voulons travailler, nous voulons sortir de la misère, mais nous ne voulons pas nous lancer. Le père de Valsin est un ami d'enfance d'Aristide, avec qui il a fait le grand séminaire pour devenir prêtre. Pour lui, il n'a pas changé. On est prêtre à jamais, c'est un sacrement, mais il s'est marié tout simplement, il ne peut pas professer. De toute façon, il aime beaucoup les gens, il a beaucoup d'amour pour les gens, et puis il aide les pauvres, et il aime la personne humaine. On dirait en créole, il aime le monde.
Donc je pense que ça ne me fait pas problème parce que chaque fois que je le rencontre, l'affinité qu'il y a entre nous, c'est parce qu'on est prêtre. Vous voyez, c'est plus fort que les autres hommes politiques qui le côtoient et les autres prêtres aussi qui le côtoient. Il y a quelque chose qui passe entre nous qui n'est pas du commun des mortels. Le sénateur Renaud Bernardin est lui aussi un des fidèles de la première heure. Même si ses relations avec Aristide se sont un peu espacées, il continue à croire qu'il est l'homme de la situation, quoi qu'on pense de lui. Certains le démonisent, d'autres en font quasiment un dieu, voyez-vous. Mais Aristide n'est ni l'un ni l'autre, il n'est pas le diable. Et il n'est pas le bon Dieu non plus. Aristide, c'est un Haïtien. Un Haïtien qui sent les souffrances de ce peuple et surtout qui cristallise l'espoir des petites gens en Haïti. En Haïti, espérer se conjugue au passé. Par exemple, lorsqu'Aristide recevait les pauvres dans son palais au lendemain de son élection, il y a 10 ans. Bonjour. Est-ce que nous sentons dans la caille nous? Est-ce que le palais national, c'est caille pauvre tout? Aujourd'hui, les pauvres sont toujours aussi pauvres, mais Aristide se cache dans sa maison de tabac. Quelques affiches géantes dans les rues, un slogan simpliste, la paix dans les têtes, la paix dans les ventres. Depuis des mois, Aristide ne reçoit plus aucun journaliste. Service minimum donc, avec cette seule et unique intervention télévisée avant le scrutin. Peuple haïtien, n'ayez pas peur. Pas paix fait la paix. Votez et votez en masse pour nous gagner Haïti en paix. Ce n'est pas ça qui va faire vibrer les foules. À quelques jours du scrutin, on a du mal à sentir une quelconque mobilisation. Aristide refuse tout contact avec le peuple pour éviter les risques inutiles. Il n'est même pas venu ici, à Saint-Jean-Bosco. C'est pourtant l'un des lieux symboliques de son histoire. Aristide, champion, n'a pas leçon de démocratie. I love you tout petit, chérie. Il y a 15 ans, il était impossible de faire un pas dans l'enceinte de l'église. Aujourd'hui, pour ce qui devait être un des principaux meetings de la campagne, ils sont quelques dizaines, venus de Cité Soleil et des quartiers miséreux alentours. On se bat pour un t-shirt à l'effigie d'Aristide. Il y a 10 ans, on se bousculait pour approcher l'idole. Moi, je crois qu'il a encore une certaine popularité. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très fort qui nous est arrivé à nous, Haïtiens, qui avons voté Aristide en 90. Quelque part depuis son retour, il y a une ambiguïté face d'abord au fait qu'il soit revenu avec 20 000 soldats américains. Et lui qui avait été toujours très critique des Américains. Donc quelque part, il y a un compromis qui s'est joué et jusqu'à présent, qui s'est joué au détriment du pays. Probablement, lui, il est sorti gagnant, mais en 5 ans depuis son retour, on a du mal à voir en quoi le pays a été gagnant. Très proche du président sortant René Préval, Michel Pierre-Louis dirige l'une des plus importantes fondations privées haïtiennes. Aristide l'avait engagée comme conseillère pour définir les nouvelles missions de l'État en 1991. Moi, je voyage beaucoup dans ce pays. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre. Mais je parle à beaucoup de gens
beaucoup d'organisations paysannes, de groupes de jeunes, ils ont nettement le sentiment d'avoir été trahis. Et pour cause, aujourd'hui les gros bras du parti Lavalas tiennent le haut du pavé, avec la connivence explicite de la police nationale. À leur tête, René Civil, le chef des jeunesses populaires progressistes qui regroupe des jeunes des quartiers pauvres. C'est parmi eux que se recrutent ceux qu'on appelle les chimères et qui font régner la terreur, comme les Macoutes sous la dictature sanglante des Duvalier. À plusieurs reprises, René Civil a menacé de mort les dirigeants de l'opposition, ce qui lui vaut d'être interdit de séjour aux États-Unis où il avait demandé un visa. Victoire finale là, c'est pour ça haïtien avec le maître Aristide. Nous sommes nous faire. Ensemble. Merci beaucoup. On ne va pas vous dire. Nous sentons que ça sent mauvais. Ça sent le fascisme, ça sent le pouvoir totalitaire avec des dimensions particulièrement violentes. Donc c'est face à ça que tous les secteurs du pays voient venir ces élections avec préoccupation et sont très clairement conscients qu'il ne s'agit pas d'élections, qu'il s'agit de nouveaux pas de la mainmise et M. Aristide va pouvoir être révélé au monde entier pour cette nouvelle caractéristique, un pouvoir totalitaire, un homme qui a profité de l'espoir du peuple pour se construire sa propre fortune. Homme de gauche, opposant historique à Duvalier, Gérard Pierre Charles n'a pas hésité à s'allier à d'anciens duvalieristes, ce qui fait douter de la crédibilité du rassemblement de l'opposition qu'il dirige. Il était un allié de la première heure d'Aristide, il est devenu son principal adversaire. Sa tête est mise à prix, tout comme celle des ex-députés de son parti. Il faut que je laisse le pays. Alors, ils disent, sans tête, ôter ma tête, sans pieds, couper mes pieds, mes bois. Pour que 2001 soit bon, il faut que moi, je suis disparaître. Des menaces signées JPP, l'organisation de René Civil. C'est une menace de mort. Je sais quoi faire. Et depuis, vous êtes obligé de vous cacher. Oui, je suis obligé de cacher. Même mes enfants ne vont pas à l'école, ils sont restés en cachette. N'importe quel individu, n'importe individu qui fait partie de la famille Lavalas, c'est pertinemment qu'il a le droit d'exécuter n'importe qui de l'opposition. Et par conséquent, nous sommes obligés de vivre dans la clandestinité la plus totale. C'est une situation vraiment intenable, c'est une situation vraiment dégueulasse. Et ils ont intensifié les pressions, comme ils ont déclaré dans toutes les stations de radio, qu'ils vont marcher sur l'opposition. À l'université de Port-au-Prince, la plupart des étudiants avouent leur inquiétude face au regain de violence, même si cette violence ne date pas d'hier. En 1990, nous avons écouté les discours rageurs et les discours violents d'Aristide qui faisaient l'éloge du supplice du collier, qui encourageait carrément la population à brûler des êtres vivants en leur baignant de gasoline et en passant un pneu autour de leur cou, les brûlant vifs. Moi, je pense que ça, c'est inhumain et je pense que JPP, d'ailleurs, qui est un porte-parole d'Aristide, qui l'autre jour encore faisait l'éloge du père Lebrun, comme on l'appelle en Haïti. Qui faisait cet éloge? JPP, en la personne de René Civil, qui est un grand membre, un gros morceau, je pourrais dire, de l'organisation Lavalas, qui faisait l'éloge encore du père Lebrun. Il disait que ça sent bon, c'est-à-dire que la chair humaine qui se calcifie, qui brûle, que ça sent bon, comme le disait Aristide en 91. Allons, belles outils, allons, bel instrument. Le père Lebrun était là avant Aristide, avant que Aristide ne devienne président. Aristide a ressuscité. C'est une arme du peuple haïtien contre ces gens-là. C'est une réponse du peuple haïtien à la justice haïtienne qui hésite à faire son travail. Je le déplore. J'espère que cela va changer. Et je pense que Aristide est de bonne foi. Malgré tout ce qu'on peut dire de bonne foi. Il est de bonne foi parce que depuis 1991,
Donc il a voulu faire quelque chose pour le pays, ok? Et il a voulu. Mais en politique, c'est vrai qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas. La mort est omniprésente en Haïti. Assassinat politique ou crapuleux, maladie, misère. Le moral des Haïtiens est au plus bas. La situation du pays est pire que jamais. C'est contre tout cela qu'Hervé Denis se révolte. Ancien ministre d'Aristide, il est lui aussi devenu l'un de ses plus virulents opposants. Il vit sous haute protection. Même s'il en rajoute un peu dans le côté sécuritaire, il craint comme Gérard Pierre Charles de se faire abattre. Heureusement, il y a Aimé et Bébé, ses gardes du corps. Tous les jours, on est obligé de faire très attention. On est obligé de vivre comme on n'a jamais vécu avant, comme on n'a jamais vécu en tout cas depuis le départ des Duvalier, surtout qu'on prend la parole, qu'on agit sur le plan politique. Donc on est obligé de faire très attention, d'avoir des gardes du corps, comme vous le voyez, des agents de sécurité qui veillent sur la maison nuit et jour et puis qui m'accompagnent quand je sors pour aller dans les réunions. On dit qu'il y a énormément d'armes dans le pays. Est-ce que l'on peut éventuellement craindre un bain de sang si tous ces gens se mettaient à se tirer les uns sur les autres? Ah oui, c'est effectivement un danger. Et ces armes ont été distribuées par les chefs du parti de Wallace. Ils ont seuls à avoir suffisamment d'argent pour les acheter, ces armes. Tout le monde, en gros, est armé? Tout le monde, en gros, est armé. Ce qui est très grave. Tout le monde, pas vraiment. Certains acceptent d'assumer les risques de leur liberté de parole. Je ne suis pas du tout protégé, je n'ai pas l'intention de le faire. Et ce qui arrivera, arrivera. Et comme on dit en Haïti, m'a mouru en pied travail. Moi. Ça veut dire je serai descendu un jour en faisant mon travail. Jean-Dominique est mort en faisant son travail. C'était le journaliste haïtien le plus connu. Avec sa femme Michel Montas, il a été exilé par Duvalier. Grand ami de René Préval, il n'hésitait pourtant pas à pourfendre l'entourage d'Aristide et à critiquer les dérives du régime. Il a été assassiné en avril dernier devant la radio qu'il dirigeait. Officiellement, on accuse l'extrême droite, duvaliériste. Mais selon plusieurs sources, il s'agirait d'un contrat lancé par l'un des barons d'Aristide. Pour moi, il n'est pas mort. Pour ceux qui l'ont tué, il l'est peut-être. Nous avons fait et nous faisons tout pour qu'il reste vivant. Nous étions co-encreurs de cette émission du matin pendant plusieurs années, depuis 86. Et je continue à lui dire bonjour chaque matin. Nous avons des spots avec sa voix. 7 heures. À tous, je dis bonjour. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2000, 244e jour, depuis qu'un journaliste lucide, un analyste politique de courage et de vision a été assassiné. Du studio Jean-Léopold Dominique, voici le journal. Inter, actualité. Mais nous-mêmes, allez longtemps, ok, allez. Ok, donc c'est une de victimes que tu n'as pas lavé. Bien sûr. Oui. Semble-t-il, il y aurait plusieurs blessés. C'est un individu qui avait dans une valise, qui avait en main un engin explosif. Il a déposé l'engin sur le trottoir et il est reparti en voiture. Et l'engin a fait plusieurs blessés. 7 bombes artisanales ont explosé ce jour-là à Port-au-Prince, tuant 2 enfants et faisant une dizaine de blessés. Les jours précédents, une mystérieuse camionnette rouge semait la terreur en toute impunité, mitraillant des gens qui attendaient les tap-tap, les taxis collectifs haïtiens. En un mois, les violences liées aux élections ont fait 14 morts et plus de 50 blessés. Qui est responsable? Difficile à dire, la confusion règne. À l'aéroport, à Delma et à Pétionville. Vous savez, les choses étaient tellement claires avant. Avant, il y avait la dictature en face. Avant, la répression venait d'un côté, la violence venait d'un côté. Maintenant, la violence vient de partout. Et je crois que cette situation politique confuse a entraîné des espèces de cris d'alerte, de cris d'alarme d'un certain nombre de militants de la démocratie qui disent « ça suffit, c'est assez ». Jean-Bertrand Aristide s'est tué au cours de ces 3 ou 4 dernières années. Durant toute la présidence de Préval, il n'a pratiquement pas parlé. Il a eu très peu de prestations publiques. Et il y a eu cette détermination à aller seul à ces élections. C'est-à-dire à éliminer même les voix critiques pro-mouvement Lavalas, mais qui n'étaient pas pures et dures de Fonmi Lavalas. La paix, respect,
Pas de voix discordante au Parlement. Ironie de l'histoire, c'est le Premier ministre lui-même qui doit s'adresser des critiques, en l'absence de l'opposition éliminée lors des élections controversées du 21 mai dernier. Nous ne pourrons pas aujourd'hui nous bomber le torse, nous donner un satisfait. La communauté internationale a décidé de retirer tous les observateurs internationaux pour l'élection présidentielle, ce qui laisse évidemment planer un doute sur la légitimité du résultat. Si Aristide le décide, il obtiendra sans difficulté de cette assemblée à sa botte qu'elle change la Constitution pour qu'il puisse se maintenir au pouvoir après son nouveau mandat. Merci beaucoup. À moins que d'ici là, l'influence du très inquiétant sénateur Danny Toussaint ne grandisse encore. C'est l'ancien garde du corps d'Aristide. Les Américains l'ont récemment détenu pendant 2 jours. Ils ont dû le relâcher faute de preuves, mais le soupçonnent d'être le commanditaire de plusieurs assassinats, dont celui de Jean-Dominique. On lui attribue aussi le trafic de drogue et l'organisation des chimères, ces jeunes nervis armés qui font la loi même dans l'enceinte du Parlement. Ce qui ne semble pas déranger le moins du monde, la police officielle. La situation est verrouillée. Hervé Denis croit pourtant à une alternative. Paradoxe, cet homme de gauche est favorable à un régime autoritaire. Il se fait fort de trouver bientôt l'homme providentiel capable de rassembler une opposition minée par les rivalités personnelles et de se mesurer à Jean-Bertrand Aristide et ses courtisans qui, selon lui, pillent le pays. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils mènent le pays à la ruine et c'est ça qui est grave. Et pour eux, ils ne mènent pas le pays à la ruine à partir du moment où certains d'entre eux s'enrichissent. D'abord, Jean-Bertrand Aristide lui-même est un homme riche aujourd'hui, il ne le cache pas, il l'a dit. Il y a des nouveaux sénateurs récemment nommés, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, le 21 mai, qui sont très riches. Et il y a des ministres qui sont très riches, et des hauts fonctionnaires. D'où vient cet argent? Cet argent vient en grande partie du détournement de fonds, par exemple de ce que rapportent les entrées à l'aéroport international où les étrangers payent des dollars pour avoir le droit d'entrer ou de sortir, des autorités portuaires nationales, de la douane où les gens payent et ça va directement dans les caisses, dans les fonds privés. Et puis, certains disent, mais moi je ne peux pas m'avancer plus loin parce que je ne connais pas bien le dossier pour cause, il s'agit de la drogue, certains disent qu'une grande partie de cet argent provient du trafic de la drogue. Ce tout nouveau quartier résidentiel de Port-au-Prince est surnommé Cali, en référence au cartel colombien de la drogue. 15% de la cocaïne colombienne à destination des États-Unis transiterait par Haïti. Certains barons du régime se font construire ici des villas hollywoodiennes. Signe évident du blanchiment d'argent, le secteur de la construction est en plein boom. C'est le seul secteur économique qui fonctionne dans un pays totalement ruiné, où l'on survit avec 3 francs par jour. Les 2 tiers de la population souffrent de la faim, tandis qu'une bourgeoisie rapace, surnommée les grands mangeurs, s'accapare 80% des richesses. En Haïti, 60% des familles n'ont ni eau ni électricité. Symbole de cette misère, le bidonville de Cité Soleil. Il a quasiment doublé. 500 000 personnes s'y entassent dans des conditions inhumaines. Ces images ont 15 ans. Aujourd'hui, on ne peut plus filmer, c'est devenu trop dangereux. Les habitants refusent qu'on utilise leur image. Même s'ils ont voté Aristide, ils n'attendent plus rien de personne. Être proche du peuple, ça ne veut pas dire dormir dans la rue et puis vivre dans de mauvaises conditions. Parce qu'on doit lutter pour que les gens vivent dans de bonnes conditions. Nous sommes des êtres humains. Et la façon de vivre ces gens-là, les gens pauvres, la majorité de la population en Haïti, c'est quelque chose qui défigure Dieu puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors nous ne pensons pas que le fait qu'ils vivent dans une très bonne maison, d'ailleurs c'est un président, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup souffert, il a beaucoup vécu avec les gens. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a trahi les gens. La proximité avec le peuple, ne signifie pas vivre dans une situation infra-humaine.
La formalité hebdomadaire de la messe accomplie, le père de Valsin rentre chez lui. Il ne vit pas non plus dans une situation infrahumaine. Il fait partie de la nomenclatura du régime, avec chauffeur, garde du corps et grosse voiture. Les gens disent qu'Aristide a une piscine chez lui. Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais aussi en avoir une. Je ne l'ai pas. Mais dans cette piscine, non seulement les enfants d'Aristide se baignent, mais aussi des enfants du quartier. Voyez-vous? On dit qu'il est riche. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Moi aussi, on dit que je suis riche. Mais je n'ai pas d'argent. Je suis dans le rouge. Mais Aristide, lui, n'est pas dans le rouge quand même. Je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il est dans le rouge. Mais je n'ai pas la preuve non plus qu'il est le multimillionnaire dont on parle. On appelle une base. Se rassembler les jeunes. Manu est un jeune coopérant français. Il s'occupe des enfants des rues pour le centre Caritas. Ils sont entre 2000 et 5000 à Port-au-Prince. Jerry. Moi-même, chaque jour, je m'amène dans l'arrière, la police a un coup de bâton. C'est pour ma marche là. Qui laisse? La police. La police? Oui. Chef pompier, avant chambre fouin, et mon bac de bâton, c'est pour ma marche là. Même faut jamais pour mettre dans ça. Les enfants des rues, c'est un petit peu une sorte de honte du pays Haïti. Et donc, on essaie de les cacher plus ou moins. Et pour les cacher, on les bat en essayant de les dissuader d'aller dans la rue, de se montrer devant tout le monde. Et puis donc, pour cela, donc, ils sont battus. Maintenant, c'est quasiment tous les soirs où ils sont battus et on leur tire dessus aussi. Nos pères Kounia dans la rue. Oui. Ils ont très très peur dans la rue. Est-ce qu'il y en a certains qui voudraient venir au centre, là, de ces enfants? Est-ce qu'il y a un Timoun qui voulait entrer dans le centre? Oui, tout net. Tous. Et ça, nous, on ne peut pas venir en aide à tous ces enfants. Dans les années 80, les enfants des rues étaient les protégés d'Aristide qui avait créé un centre pour les accueillir. Aujourd'hui, ils ne savent plus où aller. OK. Et combien a-t-il de doigts dans une main? Il y a 5 doigts dans une main. Qui sont? Le pouce, l'index, le majeur, la lumière et le auriculaire. OK, très bien. Compliment, bravo. Maintenant... Ces enfants ont eu de la chance. Grâce au père Le Belair, ils ont pu trouver un foyer et quitter la rue. Cela devrait être une des missions principales de la Fondation Aristide, qui reçoit des millions au titre de l'aide internationale. De l'argent qui serait utilisé à d'autres fins. Est-ce que ces enfants des rues sont encore une préoccupation importante pour la Fondation Aristide, par exemple? On ne parle pas. Vous êtes pessimiste pour l'avenir? Naturellement, je suis plutôt optimiste. Le travail que nous faisons au niveau des enfants des rues, le travail que nous faisons au niveau de l'alphabétisation dans la paroisse va plutôt dans le sens d'un optimisme. Mais je crois aussi qu'il faut être réaliste, c'est qu'on ne voit pas très bien où on va. La situation économique du pays est désastreuse. La gourde perd sa valeur. On est arrivé à 25 gourdes pour $1, donc avec des conséquences immédiates sur le marché, sur l'alimentation, sur l'école, les transports. Donc, par contre, les salaires ne bougent pas beaucoup. Le budget des ménages ne tient plus. Alors, on ne peut plus continuer comme ça. On a beau se serrer la ceinture, mais il faut qu'on puisse se reprendre. Haïti doit devenir une société de réparation sociale. Il y a des gens qui ont été exclus depuis 2 siècles. Les descendants d'esclaves. Ça fait pas longtemps, vous savez. C'est 4-5 générations. Des gens qui ne savent pas lire et écrire. Des enfants qui sont actuellement, parce que leurs parents n'ont pas d'argent, soumis à un quasi-esclavage. Des enfants des rues. Mais pire que ça,
des enfants qui sont en domesticité. Et ces enfants-là sont abusés. C'est tout ça qu'il faut résoudre. Il doit y avoir équité, bien sûr. Mais il doit y avoir aussi pour certaines personnes des politiques qui les privilégient. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ces gens puissent affronter la société à armes égales avec les autres. J'ai une grande amertume. Il y a 10 ans de ça, je n'aurais jamais pensé qu'on en serait là aujourd'hui. On savait que ça allait prendre du temps. On savait qu'on serait peut-être mal compris. Mais on ne savait pas qu'aujourd'hui, on vivrait pratiquement le revers de cette situation et qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. Les choses paraissent considérablement obscures. Jean-Bertrand Aristide ne fait rien pour éclaircir les choses. Nous aurions voulu savoir comment il allait répondre aux immenses besoins du peuple haïtien. Il a refusé de nous recevoir. Les Haïtiens qui l'ont élu sur un score stalinien peuvent encore lui accorder le bénéfice du doute. Mais ils ne lui laisseront plus aucun droit à l'erreur. Voilà, il est encore important d'ajouter qu'en raison d'irrégularités constatées lors de la campagne électorale, la communauté internationale a suspendu une aide de plus de 500 millions de dollars à Haïti. Par ailleurs, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme contestent la validité du scrutin et surtout l'ampleur du score obtenu par Jean-Bertrand Aristide.